Donc, je vais commencer juste à introduire un petit peu Enogrid, et puis après, je laisserai la main à Margot pour vous présenter les bases de l'autoconsommation collective. Peut-être rapidement sur Enogrid pour nous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous, Enogrid, on est une entreprise spécialisée dans l'autoconsommation collective, créée en 2018, donc quasiment en même temps que la législation sur l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, on travaille partout en France. On est basé à Paris, Orléans, Grenoble, et on est une grosse trentaine de collaborateurs. On est une entreprise agréée, entreprise solidaire d'utilité sociale, donc ESUS, et on fait à la fois du logiciel et de l'accompagnement humain, ce que je vais développer un petit peu plus juste après. Donc nous, on accompagne de 3 manières nos porteurs de projets. La première, déjà, c'est on est éditeur de logiciels. Donc on a 3 outils logiciels aujourd'hui qui permettent de rendre les porteurs de projets ou les professionnels de l'énergie autonomes dans le montage de projets d'autoconsommation collective et sa gestion. Donc Enolab pour toute la phase d'étude, Mon Énergie Collective pour toute la phase de montage et Enopower pour toute la phase de gestion d'opération une fois en exploitation. On a également un bureau d'études chez nous avec voilà, des experts sur l'autoconsommation collective qui peuvent vous accompagner, qui peuvent réaliser les études, qui peuvent monter votre opération avec vous et qui peuvent vous accompagner dans toute la gestion de ces opérations. Et enfin, on a une filiale qui s'appelle Ici et là Énergie qui propose une gestion d'actifs de production en autoconsommation collective. Donc, pour que vous puissiez complètement déléguer la gestion de cette partie autoconsommation collective. Voilà un petit peu pour replacer Enogrid. Et maintenant, je vais laisser la main à Margot pour rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse passer la slide, Titouan. Merci. Alors, pour expliquer déjà comment fonctionne l'autoconsommation collective et quelles sont les bases, donc on a des producteurs qui sont raccordés sur le réseau en injection de totalité ou alors en injection de surplus. On a aussi des consommateurs qui, eux, vont s'alimenter via les producteurs en autoconsommation collective. Tous ces participants sont regroupés au sein d'une entité qu'on appelle la personne morale organisatrice, la PMO. La PMO n'a pas de structure juridique définie, mais on y reviendra un peu plus dans le détail dans les slides suivantes. À savoir que l'électricité, elle est partagée via le réseau basse tension pour tout type de production, ou alors sur le réseau HTA si on est vraiment sur une production d'énergie renouvelable. Si on se place d'un point de vue consommateur, il faut avoir en tête que les consommateurs gardent leur contrat de fourniture avec leur fournisseur classique. Et ce qui sera alimenté de cette partie-là, on va appeler ça l'alloproduction, la part alloproduite. Et ce qui sera alimenté via le producteur local en autoconsommation collective sera appelé la part autoproduite, donc l'autoproduction. Maintenant, pour passer sur le cadre juridique de l'autoconsommation collective, donc on a déjà des critères de puissance d'installation et de point de production. Classiquement, on est limité à 5 MW maximum de production en autoconsommation collective, donc ça prend en compte, si on a plusieurs points de production, la somme de toutes ces productions, et on peut aller jusqu'à 5 MW dans une autoconsommation collective, en tout cas sur la France métropolitaine continentale, pour des puissances qui sont accordées en basse tension pour tout type de production et en HTA pour des productions typiquement ENR. En zone non interconnectée type Corse ou département d'outre-mer, on sera limité à 0,5 MW, donc 500 kg maximum au sein d'une même boucle d'autoconsommation collective. Dernièrement, on a une nouveauté, du coup en février dernier, qui est le critère de 10 MW maximum, 10 MW, sur dérogation auprès du ministère, si on suit certains critères donc, que je vais lister. Pour avoir une autorisation, pour avoir dans une même boucle d'autoconsommation collective 10 MW de puissance, il faut que l'un des participants soit une commune ou un EPCI, que l'ensemble des participants soient des organismes publics, des SEM ou des privés exerçant une mission de service public, que l'ensemble des participants soient sur le territoire de l'EPCI participant ou de l'EPCI auquel adhèrent les communes participantes. Une fois qu'on a ces 3 critères réunis, on peut faire une demande de dérogation auprès du ministère pour avoir l'autorisation d'aller jusqu'à 10 MW. Et vous retrouverez sur notre site, dans tous nos blogs et articles, l'explication de comment faire cette demande de dérogation si c'est nécessaire. Alors maintenant, on va passer sur le cadre juridique, mais plutôt géographique. Le périmètre classique d'une autoconsommation collective est limité à 2 km maximum entre les participants.
Pour expliquer, ça veut dire que les deux participants, producteurs ou consommateurs les plus éloignés au sein d'une même boucle d'autoconsommation collective doivent être de maximum 2 km. Si on veut s'imaginer du coup à quoi correspond ce périmètre, on peut tracer un cercle de diamètre 2 km et faire en sorte que tous les participants puissent être à l'intérieur de ce cercle. Ce cercle peut être porté à 20 km si l'un des participants est en service d'incendie et de secours, on peut appeler un SDIS. On peut avoir des périmètres dérogatoires qui peuvent être acceptés après une demande auprès du ministère en charge de l'énergie. La première dérogation, ça va être une dérogation 10 km qu'on peut appliquer pour des participants qui se trouvent sur des communes classées périurbaines ou rurales. Et pour savoir si on est sur une commune périurbaine ou rurale, il faut consulter la grille communale de densité de l'INSEE. Chaque commune a du coup un numéro de INSEE qui lui est attribué. Et donc, pour être sur une commune périurbaine ou rurale, il faut qu'on soit classé 3, 4, 5, 6 ou 7. On peut avoir une dérogation plus large, qui sera la dérogation 20 km, et celle-ci est uniquement accordée pour les communes qui sont rurales, donc classées 5, 6 ou 7. Et encore une fois, on a du coup cette nouvelle dérogation EPCI, qui est éligible pour les mêmes critères précédemment que pour les 10 mégas. Donc, une fois qu'on a ces 3 critères réunis, on peut faire sa demande pour avoir une autoconsommation collective à l'échelle d'un EPCI. Pour imager, on peut imaginer que la commune de Marseille est une commune urbaine, qui est donc normalement limitée à 2 km à maximum entre les participants. Si tous ces participants réunissent les 3 critères listés juste ici, elle pourrait faire une autoconsommation collective à l'échelle de son territoire. Je poursuis avec les différents rôles dans une autoconsommation collective. Alors, quel est le rôle de la personne morale organisatrice, qui est le rôle quand même assez central au sein d'une ACC? Donc, l'opération d'autoconsommation est dite collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux liés au sein d'une même personne morale. Donc ça, c'est la définition de la personne morale organisatrice et qui est aussi régie dans le Code de l'énergie en ce qui concerne l'autoconsommation collective. Donc, quel est son rôle à la personne morale organisatrice? Son rôle principal, ça va être d'assurer le lien entre tous les participants, donc les producteurs et les consommateurs, avec le gestionnaire de distribution, de réseau de distribution, le GRD. Sur 95% du territoire, on va être sur le réseau Enedis. Et après, on aura d'autres entreprises locales de distribution, des ELD, qui doivent aussi assurer ce lien avec la PMO. Si on rentre dans le détail, que fait la PMO concrètement? La première étape, ça va être de signer ce qu'on appelle la convention d'ACC avec le gestionnaire de réseau. La convention d'ACC, c'est ce qu'on peut apparenter à l'acte de naissance du projet. C'est le document qui est à signer entre la PMO et le GRD pour acter le démarrage de l'opération avec tous les producteurs et tous les consommateurs qui vont se retrouver en son sein. Une fois qu'on arrive sur la vie de l'opération, donc en phase plutôt exploitation, c'est la PMO qui reçoit chaque mois les données de la part du gestionnaire de réseau de distribution. Si on a des clés de répartition spécifiques, pareil, on rentrera dans les détails un peu plus tard, sur comment sont réparties l'énergie entre les différents participants. C'est à la PMO de définir cette règle, donc ces clés de répartition, et de transmettre cette information-là à Enedis, donc au gestionnaire de réseau de distribution. Dans une autoconsommation collective, on commence avec un certain nombre de participants, donc un certain nombre de producteurs et un certain nombre de consommateurs. Comme c'est évolutif, ces critères ou ces paramètres peuvent changer. Donc, on peut avoir à gérer des entrées-sorties de participants. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter ou retirer des consommateurs ou des producteurs au cours de la vie de l'opération. Et encore une fois, cette gestion-là est à la charge de la PMO. Et maintenant, si on se penche sur quel statut doit avoir la personne morale organisatrice, donc légalement, toute entité juridique reconnue par le droit français, à la condition qu'elle regroupe officiellement tous les participants de l'opération, peut être PMO. Donc ça peut être par exemple une collectivité, une association, etc. Donc on verra aussi dans le détail, en fonction de la typologie d'opération, quel statut de la PMO est appliqué. Et pour donner aussi une information, donc chez Enogrid, on accompagne sur la création d'une association qui pourra porter le rôle de la PMO.
Donc, pour qu'une autoconsommation collective se fasse, il faut qu'il y ait des participants. Donc, comme on l'a dit précédemment, qui se regroupaient au sein de la personne morale organisatrice. Et qui sont ces participants? Ce sont dans un premier temps les producteurs. Le rôle des producteurs, ça va être de partager leur électricité avec les consommateurs identifiés et de les facturer si on a de la vente entre ceux-ci, puis de vendre le surplus, ce qui reste de l'autoconsommation collective, soit à un acteur type des obligations d'achat ou alors un acteur du marché qu'on peut appeler agrégateur. Et quel type de mode de raccordement est valable et possible en autoconsommation collective? Le premier, ça va être l'injection de surplus. Donc, quand on a une centrale qu'on raccorde en autoconsommation individuelle, d'office, physiquement, le bâtiment va d'abord consommer en priorité son électricité. Le surplus va être du coup injecté sur le réseau et va servir à alimenter les autoconsommateurs en autoconsommation collective. Et ce qui reste après tout ça sera revendu en surplus. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cas où on est sur un raccordement avec une injection de surplus. En injection de totalité, donc on a un compteur propre pour la centrale de production. Et donc, la centrale va produire et, en utilisant le réseau, va alimenter les autoconsommateurs en autoconsommation collective. Les producteurs peuvent être de tout type d'énergie. On peut avoir des productions solaires, des éoliennes et des productions hydroélectriques aussi. Si on se passe maintenant sur le participant consommateur. Donc, le consommateur, son rôle à lui, c'est de consommer l'électricité locale et quand on a de la vente, de régler ses factures auprès du producteur local. Se pose la question de que devient le fournisseur dans tout ça. Comme on l'a dit précédemment, le consommateur, il va garder son contrat de fourniture de compléments et il est d'ailleurs libre pour cet acteur. Il peut choisir librement l'acteur qui va être son fournisseur d'électricité. Ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord consommer de l'autoconsommation collective s'il y a l'électricité. Et si jamais la production n'est pas suffisante, c'est là où le fournisseur va venir compléter. Pour donner un exemple un peu plus concret, en fin de journée, on a souvent moins de production solaire et de pics de consommation. C'est à ce moment-là où en fait le fournisseur de complément va venir compléter l'électricité qui manque auprès du consommateur. Donc le consommateur, finalement, il aura deux contrats dans le cas de vente. Il aura un contrat avec le producteur qui va lui vendre son électricité et il garde son contrat historique avec son fournisseur qui vient lui compléter l'électricité manquante. Le dernier rôle, et pas des moindres, c'est celui du gestionnaire de réseau. Donc ça peut être, comme on l'a dit, Enedis ou des entreprises locales de distribution. Donc que dit la loi? Donc c'est le législateur charge les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité de mettre en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires à l'autoconsommation collective. Concrètement, quel est le rôle du gestionnaire de réseau au sein d'une autoconsommation collective? Le premier, ça va être d'effectuer le comptage de l'électricité. Le gestionnaire de réseau, c'est lui qui est au courant de ce qui se passe sur son réseau. Donc, il sait combien a produit la centrale et combien ont consommé les consommateurs. Et donc, c'est lui qui effectue ce comptage et donc cette remontée d'informations de consommation et de production. Le gestionnaire de réseau, c'est également cette entité qui va transmettre les données de comptage donc à la PMO et au producteur pour sa production. Donc, le gestionnaire de réseau, tous les mois, va envoyer à la PMO concrètement ce qui s'est passé sur le réseau, donc la production et la consommation. Et le gestionnaire de réseau également affecte les flux selon la répartition définie par la PMO. La PMO, elle peut définir un certain mode de répartition de l'électricité et c'est à charge du gestionnaire de réseau d'appliquer cette bonne répartition. Et quelles sont les démarches importantes à réaliser avec le gestionnaire de réseau? Dans un premier temps, si on se place sur le parcours producteur, on aura toutes les démarches de raccordement de la centrale au réseau. Parallèlement à ça, on va avoir les démarches de conventionnement ACC pour déclarer le projet et qui sont à effectuer par la PMO. Et à côté de ça, le consommateur, lui, n'a aucune action particulière à faire. Chaque consommateur a son compteur communicant à type compteur Linky. Et de fait, il est déjà raccordé au réseau et s'alimente sur le réseau Enedis via son contrat de fourniture. Donc, le consommateur n'a pas d'action supplémentaire à faire dans le cadre de l'autoconsommation collective. En tout cas, avec le gestionnaire de réseau.
Je rentre maintenant dans le cas de la répartition en autoconsommation collective. Alors, quelles sont déjà les règles de répartition? Dans un premier temps, à savoir que la répartition se fait à chaque pas de temps 15 minutes. Et la répartition est répartie, la production est répartie a posteriori au début du mois suivant pour le mois en cours. Concrètement, ça veut dire que les données de novembre seront réparties et accessibles à partir de décembre. Donc, on a vraiment une répartition a posteriori. Et la PMO choisit la clé de répartition à appliquer et peut la modifier au cours de la vie du projet. Maintenant, si on fait un zoom sur les répartitions possibles, la première, ça va être la répartition statique. Donc, on affilie un pourcentage fixe de la production, qui est donc défini par la PMO, à chacun des consommateurs, à chaque pas de temps 15 minutes pendant le mois. Cette clé statique d'usage, elle est très peu utilisée, même si elle est très simple, parce qu'elle crée un surplus virtuel. C'est-à-dire que si j'affilie un pourcentage fixe à mes consommateurs, il se peut je vais donner un exemple, on affile 10% de la production à un consommateur, il se peut qu'il en ait besoin que de 8, et donc les 2% restants vont être perdus, en tout cas, en surplus, et ne pourront pas être revalorisés au sein de l'autoconsommation collective. La deuxième clé, et c'est une des clés les plus appliquées, est la dynamique par défaut. Donc, la dynamique par défaut, c'est une répartition qui est calculée par le gestionnaire de réseau de distribution et qui offre un optimum énergétique. Par contre, forcément, vu qu'on est sur une répartition au prorata des consommations, cette clé va plutôt avantager les gros consommateurs qui consomment beaucoup. La répartition dynamique par défaut, elle est variable à chaque pas de temps et donc, comme je le dis, se fait au prorata. On a aussi la possibilité d'affilier des clés dynamiques simples. Donc, ce sont des répartitions qui sont variables et personnalisées à chaque pas de temps pour l'ensemble de la production définie par la PMO. C'est des clés où on peut avoir une optimisation énergétique ou économique, mais qui nécessitent un calcul mensuel par la PMO. À titre de comparaison, pour les clés statiques et dynamiques par défaut, ce sont des clés qui sont automatiquement lues par Enedis. Si on veut une clé personnalisée, par exemple la dynamique simple, il faut envoyer un calcul mensuel, en tout cas la PMO doit envoyer un calcul mensuel au GRD. Pour donner des exemples de clés dynamiques simples, on peut avoir la clé par priorité, donc choisir de donner des niveaux de priorité aux consommateurs au sein de la boucle. Ensuite, on arrive à la clé Dynamic Full. Donc, cette clé, c'est une optimisation par producteur. Donc, en fait, on va avoir une répartition variable à chaque pas de temps et qui est différenciée par producteur. Donc, on peut avoir plusieurs producteurs au sein d'une même boucle d'autoconsommation collective, mais un producteur va potentiellement ne pas alimenter tous les consommateurs et l'autre producteur va alimenter le reste. Donc, c'est une clé qui offre une optimisation de l'énergie pour les producteurs. La complexité, c'est que cela nécessite un calcul mensuel envoyé par la PMO et nécessite surtout une connexion API à Enedis. Si on résume maintenant le cadre juridique de l'autoconsommation collective et son fonctionnement. Donc, on a dit qu'on avait un producteur et des consommateurs, un ou des producteurs d'ailleurs, et des consommateurs qui se regroupaient au sein d'une personne morale organisatrice. Donc, il y a bien un lien entre le producteur et la PMO, de même qu'il y a un lien entre les consommateurs et la PMO. On retrouve également un lien contractuel en cas de vente entre le producteur et les consommateurs, qui est donc le contrat de vente d'électricité directe. Physiquement, sur le réseau, à chaque pas de temps 15 minutes, la production du producteur va être répartie auprès des consommateurs. On retrouve également le lien entre la PMO et Enedis, qui est donc la convention d'ACC, et le fait que tous les mois, les données de comptage sont remontées auprès de la PMO par Enedis ou les autres gestionnaires de réseau. On a également le lien entre le consommateur et les fournisseurs qui reste inchangé et qui vient compléter l'énergie qui manque de l'autoconsommation collective. Et à côté de ça, on a aussi le producteur qui a son contrat acheteur de surplus responsable d'équilibre, qu'on appelle contrat ASRE, qui est le contrat sur lequel on va se baser sur à combien l'électricité restante, donc qui n'est pas consommée dans le cadre de l'autoconsommation collective, va être achetée.
Toutes ces informations et ces remontées de données, elles sont faites par Enedis ou les ELB. Et donc, on voit bien sur le schéma qu'Enedis envoie les données de comptage à la PMO en ce qui concerne le projet d'autoconsommation collective. Elle envoie les données de comptage aux fournisseurs pour qu'ils sachent quoi facturer aux consommateurs, puisqu'on a une part de l'autoconsommation qui est déduite. Et Enedis envoie également les données de comptage à l'acheteur de surplus pour savoir quel volume il va racheter auprès du producteur. Et donc, dans tout ça, on retrouve bien le fonctionnement de l'autoconsommation collective et comment le projet interagit avec les autres acteurs. Donc, acheteurs de surplus, Enedis et fournisseurs. On va rentrer dans un cadre un peu plus concret qui sont les typologies d'acteurs et d'opérations dans l'autoconsommation collective. Donc, on va retrouver 3 typologies. La première, on va parler d'opérations patrimoniales quand une même entité partage sa production entre ses bâtiments. L'exemple le plus courant, ça va être une collectivité qui s'alimente, qui installe une production d'énergie renouvelable et qui va utiliser le réseau pour alimenter ses autres bâtiments communaux. La seconde typologie, elle va être l'opération ouverte. Et donc, on parle d'opération ouverte quand une entité vend sa production d'électricité à des consommateurs tierces. Exemple classique, une entreprise qui produit de l'électricité sur sa toiture et qui vend l'électricité restante à ses voisins. On parle d'opération sociale lorsqu'un bailleur social décide de faire don de sa production, donc de la partager gratuitement auprès de ses locataires. Et donc souvent, on a une toiture qui est équipée de panneaux photovoltaïques et l'électricité sert à alimenter directement les communs et les locataires qui sont du coup souvent des publics précaires. Alors, comment est valorisée l'électricité en autoconsommation déjà patrimoniale? Petit point à savoir qu'en opération patrimoniale, étant donné que l'entité qui est productrice est à la fois consommatrice, la PMO peut d'office être cette entité. Si on reprend l'exemple de la collectivité va être productrice via sa source de production et à la fois consommatrice via tous ses compteurs de bâtiments communaux. Donc l'entité PMO peut être la collectivité. C'est un modèle du coup simplifié de l'autoconsommation collective. Et dans ce cadre-là, comment on valorise l'électricité? Tout simplement avec un évitement de facture. Dans le cadre d'opérations patrimoniales, on ne va pas se refacturer à soi-même. Donc, on utilise le réseau pour faire des économies de facture sur l'énergie. Et donc, on a aussi une économie sur la TVA associée. On peut aussi avoir des économies sur les taxes, notamment la CISE, si la centrale de production est inférieure à 1 méga. Donc, à retenir qu'en opération patrimoniale, le modèle économique derrière, c'est l'évitement de facture. Et je fais peut-être un petit zoom aussi sur comment est-ce qu'on décompose un kilowattheure dans une fourniture d'électricité. Donc, on a la part énergie, on a la part taxe qui est donc l'assise sur l'électricité, et on apparaît aussi le TURP, qui est donc le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Donc, c'est entre guillemets le péage qu'on paye aux gestionnaires de réseau pour utiliser le réseau pour s'alimenter en électricité. Ce TURP-là, il est inchangé du fait qu'on passe de l'autoconsommation collective sur la part variable. On vous a du coup aussi présenté un exemple d'opération patrimoniale pour avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc pour cet exemple, on se passe sur une opération patrimoniale qui se passe à Fondette, donc une commune de l'Indre-et-Loire. La PMO, dans ce cadre-là, est la ville de Fondette, parce que je répète, elle est à la fois productrice et consommatrice. On est sur une centrale PV qui est installée sur le centre technique municipal, une centrale de 148 kg, qui sert à alimenter les 12 sites communaux. Pour expliquer un peu la temporalité de projet et comment se passe le développement et la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective, eh bien, on a commencé par faire une étude en 2023, donc pour en fait définir d'un point de vue énergétique ce qui allait se passer sur le projet d'autoconsommation collective et pouvoir aussi calculer les économies que va réaliser la commune via l'alimentation de ces sites communaux. La mise en œuvre s'est faite en mars 2024. La signature de la convention d'autoconsommation collective en novembre 2024. Donc, on a eu l'autorisation de démarrer le projet en novembre 2024 avec du coup cette signature de convention avec Enedis.
Et depuis novembre 2024, le projet est suivi sur InnoPower, donc qui permet de faire toutes les remontées d'informations énergétiques, toute la gestion aussi d'entrée ou sortie de différents sites communaux, et la possibilité aussi de voir quelles économies ont été faites sur les factures. Depuis le démarrage de cette opération, on a eu 106 MWh qui ont été échangés en autoconsommation collective. Et on va aussi se concentrer sur les deux taux qui sont assez importants. Le premier taux, ça va être le taux d'autoconsommation. Donc, c'est-à-dire que 93% de la production de la centrale sert à alimenter les bâtiments communaux. Donc, c'est un excellent taux. À côté de ça, on va avoir le taux d'autoproduction, donc qui est de 11%. Ce que veut dire ce taux, c'est que 11% de la consommation des 12 sites communaux est absorbée via l'autoconsommation collective. On passe maintenant à l'explication de l'opération ouverte. Donc, pour rappel, l'opération est dite ouverte quand une entité vend sa production d'électricité à des consommateurs tierces. Dans ces cas-là, on a différentes entités qui se regroupent, les entités productrices et les entités consommatrices. Donc, il est important d'identifier ou de créer une structure, souvent associative, qui aura le rôle de la PMO. Et comment se passe le modèle économique d'une autoconsommation opération ouverte? Donc, l'économie, elle va se faire sur le prix du kilowattheure. Donc, c'est vraiment sur la vente d'électricité. L'intérêt pour le producteur, c'est de valoriser autrement sa production d'électricité. Et pour cela, il va vendre l'électricité qu'il produit à ses consommateurs. L'intérêt pour les consommateurs, ça va être d'avoir une partie de leur énergie qui est fournie à un tarif qui est plus intéressant que ce qu'ils peuvent avoir auprès de leurs fournisseurs. Donc, tout le modèle économique, tant d'un point de vue producteur que d'un point de vue consommateur, va se passer sur la définition du prix du kilowattheure. Et à côté de ça, on va aussi avoir des économies sur l'accise, donc la taxe sur l'énergie, dans le cas où la centrale de production qui alimente les consommateurs est inférieure à 1 MW de production. Et pour avoir un exemple, donc on va partir sur un exemple d'opération qui se passe à Sainte-Savine, dans le département de l'Aube. Donc pour cette opération, la structure PMO est donc l'association PGTM Énergie. Donc c'est une association qui a été créée pour regrouper les 9 centrales productrices du projet et les 13 entreprises consommatrices. Donc toutes ces entreprises ont adhéré à l'association PGTM Énergie pour pouvoir participer au projet d'autoconsommation collective. Pour donner l'information, donc sur ce projet, on a 9 centrales. Donc comme quoi, on peut avoir une opération avec plusieurs centrales de production. Et ces 9 centrales cumulent un total de 735 kW de production installée. Et on a donc 13 entités consommatrices qui s'alimentent via l'autoconsommation collective. Pour redonner la temporalité du projet, une première étude a été faite en mars 2022. L'étude, elle a sa pertinence déjà pour calculer le business plan du projet, pour que le producteur calcule du coup sa rentabilité à passer en autoconsommation collective, mais également pour les consommateurs, pour qu'ils puissent aussi avoir une visibilité sur quel est leur intérêt à participer à un projet d'autoconsommation collective et quelle économie ils peuvent faire. Suite à cette étude, il y a eu un go, du coup, un lancement concret du projet. Donc, la mise en œuvre a commencé en septembre 2022. Un an plus tard, donc en septembre 2023, on a eu la signature de la convention d'autoconsommation collective. Dans la mise en œuvre, on prend en compte donc la création de l'association et la création des contrats de vente qui régit donc les centrales productrices avec les entreprises consommatrices. Donc, cette opération a démarré concrètement et officiellement en septembre 2023 et depuis cette date, le projet est suivi donc, sur notre plateforme InnoPower. Depuis septembre 2023, il y a eu 250 MWh d'échangés en autoconsommation collective. Donc, ce taux qui peut paraître un peu bas par rapport à la puissance des centrales s'explique parce que comme on l'a dit, l'autoconsommation collective est évolutive, donc on a eu des ajouts de centrales au fur et à mesure. Donc au début, on avait commencé avec, il me semble, 4 centrales productrices et au fur et à mesure, des nouvelles entités ont rejoint l'opération. C'est cela qui explique qu'on est à 250 MWh de production en autoconsommation collective. Si on regarde le taux d'autoconsommation, donc 71%, donc 71% de la production sert à alimenter les entités consommatrices
en autoconsommation collective. Et si on se concentre sur le taux d'autoproduction, il en ressort que 13% de la consommation de tous les consommateurs est couvert par l'autoconsommation collective. Je passe ensuite à l'explication de l'opération sociale. Donc, je rappelle, on parle d'opération sociale quand un bailleur décide de partager gratuitement sa production auprès de ses locataires. On a un cadre assez spécifique de l'autoconsommation collective en logement social qui donne la possibilité au bailleur social d'être PME. Et si vous avez des points spécifiques à ce sujet, je vous invite à revenir vers nous. Et donc, comment se passe le modèle économique de ces projets-là? La valorisation, étant donné qu'on est sur un don d'électricité, se fait via l'économie de facture pour les locataires. Étant donné que le bailleur décide de donner et donc céder gratuitement l'énergie qu'il produit aux locataires du logement social, les locataires vont directement faire des économies de facture via l'effacement. Et on a la même règle pour ce qui concerne l'assise. Donc, quand la centrale de production est inférieure à 1 méga, on observe également des économies de l'assise, puisqu'on a un tarif spécifique de l'assise de 0 €. Alors maintenant, on va faire un petit zoom sur une opération sociale. Donc, c'est une opération qui se passe à Étaples-sur-Mer, dans le département du Pas-de-Calais. Donc, cette opération, elle est gérée et créée d'ailleurs par Habitat Hauts-de-France, donc qui est un bailleur. Donc, Habitat Hauts-de-France est également PMO de ce projet. Dans ce projet-là, on a 3 centrales de production pour un total de 421 kW crête installées. Et le modèle économique est donc le don d'électricité. Donc, le bailleur, qui est aussi producteur, décide de céder gratuitement l'électricité qu'il produit à ses 207 locataires de ces logements. Au niveau de la temporalité du projet, on a fait une première étude en mai 2022. S'en est suivi la mise en œuvre en octobre 2022 du projet. La signature de la convention s'est déroulée en septembre 2023 et depuis, le projet est suivi. Au total, depuis septembre 2023, il y a eu 370 MWh échangés en autoconsommation collective, donc autant de kilowattheures valorisés. Le taux d'autoconsommation est de 61%, donc on a 61% de l'énergie produite qui est à destination des locataires et des parties communes, et le taux d'autoproduction est de 18%. Donc c'est-à-dire qu'au global, 18% de la consommation des locataires est alimentée via l'autoconsommation collective. Et donc, on arrive à la fin de ces bases. On va passer à un temps de questions-réponses pour du coup répondre à vos questions, tout simplement. Si jamais vous avez des questions un peu plus spécifiques, on vous invite à nous contacter donc à l'adresse qui s'affiche devant vos yeux. Et donc, un de nous va répondre à vos questions et prendre la suite de vos projets. Voilà, donc Titouan, je te laisse prendre la main. Oui, merci. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais les prendre une par une. Déjà, pour revenir un petit peu sur les questions du début, il y en avait sur les fournisseurs, notamment de Victor et de Lucas, sur l'impact de l'autoconsommation collective pour les fournisseurs d'électricité. Est-ce que ce fournisseur est lésé et voilà, comment ça fonctionne? Effectivement, le but de l'autoconsommation collective, c'est bien de s'intégrer dans un marché de l'électricité où il y a des fournisseurs. Et ces fournisseurs, disons que l'autoconsommation collective est arrivée à eux plus qu'ils ne l'ont construit. Ce qui fait qu'ils ont majoritairement subi sur le début de l'autoconsommation collective. Maintenant, ça commence à aller beaucoup mieux. Déjà, les flux de données entre Enedis et les fournisseurs pour un consommateur en autoconsommation collective, ils sont normalisés, donc le fournisseur a la capacité de traiter ses flux, ce qui est beaucoup plus facile. D'ailleurs, les plus gros fournisseurs aujourd'hui savent traiter les flux sans aucun problème. Derrière, est-ce qu'ils peuvent être lésés? Alors, potentiellement, aujourd'hui, aucun fournisseur n'a refusé d'avoir des consommateurs en autoconsommation collective, hein, on ne l'a pas vu. Après, est-ce qu'il y aura des positionnements stratégiques de leur part un jour? Peut-être, on verra bien, en tout cas, c'est très hypothétique. Et le principal sujet chez eux, en fait, est plutôt d'avoir une bonne prédiction de la consommation de ce consommateur. Ça veut dire que ce consommateur en autoconsommation collective, notamment chez les industriels, hein,
chez qui les fournisseurs regardent beaucoup plus le profil de consommation, l'autoconsommation collective, tout comme l'autoconsommation individuelle a été un problème à un moment chez les fournisseurs. On va devoir travailler dessus pour pouvoir transmettre des profils de consommation cohérents et des volumes de consommation pour que le fournisseur puisse s'approvisionner sur les marchés. Ensuite, on a eu des questions sur l'assise également de Mélio et de Cyril sur est-ce qu'il n'y a pas un flou juridique et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui côté Enogrid, côté EnoPower. Alors effectivement, il faut savoir que depuis mars 2025, normalement en autoconsommation collective, l'assise est à 0 € quand un consommateur consomme l'électricité en autoconsommation collective depuis une centrale de moins d'1 méga. En mai 2025, il y a eu un rescrit de l'administration fiscale qui était très restrictif et qui considérait que c'était uniquement vrai que pour des opérations dans un même bâtiment. On a mené des recours, on mène toujours des recours, on a eu des premières réponses négatives pour nous sur le sujet du côté du ministère, mais il y a encore beaucoup de recours en jeu. Nous, on considère que c'est de l'abus de pouvoir de la part de l'administration fiscale, donc on continue ces démarches-là pour aller jusqu'au bout. Donc la question est plutôt, voilà, tant qu'il y a ce flou qui existe et qu'on est en phase de recours, qu'est-ce qui se passe pour les producteurs? Est-ce qu'on collecte l'assise et on la reverse? Est-ce qu'on ne la collecte pas? Ça, c'est un sujet qu'on est en train de régler en ce moment avec nos différents producteurs. On va les consulter sur le sujet pour savoir ce qu'ils ont envie de faire et on laissera la main derrière à nos producteurs pour prendre leurs décisions sur ce qu'ils font sur ces flux en autoconsommation collective et sur cette collecte d'assises. On a eu une question également de Mehdi sur les clés de répartition. Est-ce que les clés de répartition sont établies dans un cadre juridique spécifique? Ces clés de répartition sont fournies dans vos logiciels destinés à la PMO. Les clés de répartition statique, dynamique simple, dynamique par défaut, dynamique full, ce n'est pas nous qui les avons inventées, c'est Enedis qui, en appliquant l'autoconsommation collective, a construit ces 4 clés de répartition qui existent. Derrière, on s'inscrit dans certaines règles qu'a définies Enedis et ces calculs de répartition, effectivement, ils vont pouvoir être faits avec, par exemple, notre outil logiciel en exploitation qui est EnoPower. Après, peut-être Margot, celle-là, une question pour toi. De Paul, en EPCI qui monte une opération patrimoniale, peut-elle dans un deuxième temps intégrer les communes membres en restant patrimoniale? C'est le cas où on passerait d'une opération qui alimente uniquement du coup, une Comcom qui alimente ces bâtiments, et le cas où ensuite on alimenterait les communes qui font partie de l'EPCI. C'est ça. Et du coup, dans quel cas on se retrouve? Est-ce qu'on est toujours dans une opération patrimoniale? Est-ce que c'est possible? Comment on le fait? Alors, pour expliquer l'opération patrimoniale, donc je vais revenir sur la slide, c'est vraiment dans le cas où l'entité productrice est la même que l'entité consommatrice. Dans le cas où le PCI décide d'alimenter les bâtiments d'une commune, souvent, en fait, on va avoir de la vente entre la Comcom qui va alimenter les sites de la commune qu'elle représente. Donc, on va passer dans un modèle d'opération ouverte. C'est-à-dire qu'on aura de la vente entre la Comcom, donc le PCI, et les communes. Donc, on n'est plus du tout dans un modèle d'opération patrimoniale, puisque les entités productrices sont différentes que les entités consommatrices. Il y a aussi une petite spécificité dans ce cadre-là. On peut parler d'opération hybride, puisque en fait, l'entité productrice, qui est la Comcom dans ce cadre-là, va d'abord souvent alimenter ses propres bâtiments, et ce qu'elle ne consomme pas va servir à alimenter les bâtiments des autres communes. Donc, on est dans un cadre hybride avec une partie qui est patrimoniale et une partie qui est ouverte. Mais dans le global, on va parler d'opération ouverte, puisqu'en fait, on a quand même une vente d'électricité qui s'opère au sein même de l'opération. Un petit peu dans la même lignée, question Frédéric, en opération ouverte, même patrimoniale ou sociale, est-il possible de faire évoluer la puissance des centrales de production ou d'ajouter des centrales? Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit pendant du coup la présentation, l'autoconsommation collective est évolutive. C'est toute la force aussi d'une boucle locale. C'est qu'on commence avec une certaine puissance. Et une fois que, par exemple, on voit que toute la production n'est plus suffisante à alimenter les sites qu'on alimente, on va venir intégrer de nouvelles centrales de production. Donc, tout ça est évolutif. De la même manière qu'on peut avoir de nouveaux
producteurs qui rentrent dans une même boucle, on peut avoir des nouveaux consommateurs qui intègrent l'opération. Et je veux aussi informer que c'est important d'avoir en tête qu'un participant, qu'il soit producteur ou consommateur, ne peut pas faire partie de plusieurs boucles d'autoconsommation collective. Donc, on a une forme d'exclusivité. C'est-à-dire que si j'ai un projet qui démarre sur la commune sur une commune et qu'une autre boucle se crée sur la même commune, les consommateurs ou producteurs présents dans la première boucle ne pourront pas s'alimenter dans la deuxième boucle. Dans ces cas-là, la solution serait de réunir tout au sein d'une même boucle, voir si c'est possible au niveau des contraintes de puissance et géographique, mais à garder en tête qu'un participant est contraint à une seule boucle d'autoconsommation collective. Merci. On a également une question de Lucie. Avez-vous accompagné des projets ouverts comprenant des collectivités, des entreprises et des citoyens sur une même boucle? Et si oui, quelles étaient les entités juridiques créées pour la PMO? Moi, j'ai en tête, par exemple, la commune de Dun-sur-Meuse, qui est une centrale hydroélectrique de 100 kW, si je ne me trompe pas, qui partage son électricité d'abord sur les bâtiments communaux et ensuite vend son surplus à des consommateurs, des citoyens et des entreprises également de la commune. Donc, on est à peu près 200 points de consommation dans cette opération. Voilà, moi, j'ai celle-ci en tête. Je vous envoie également le lien en réponse à la question vers un article qui explicite un petit peu plus ce projet-là. Je ne sais pas si Margot, tu en as un autre en tête. Je pensais à une opération qu'on connaît bien, qui est celle avec, les communes de Cœur de Savoie. Donc, on a une centrale hydro, encore une fois, qui est donc un privé, qui alimente les communes via l'autoconsommation collective. Donc, on a 11 communes qui sont alimentées via cette centrale hydro et ça représente à peu près 300 points de consommation. Donc, en fait, on a plusieurs manières d'avoir une opération avec différents acteurs. On peut avoir un privé qui vend à des publics ou des particuliers et l'inverse, un acteur public, comme le cas de Dun-sur-Meuse qui a présenté Titouan, où l'électricité est vendue aux particuliers, et ça peut aussi être le cas, l'électricité peut aussi être vendue aux acteurs du territoire, type artisans, PME, etc. On a des questions également sur les copropriétés. Dans quelle catégorie doit-on classer les copropriétés? Est-ce que c'est des opérations sociales, des opérations ouvertes? Comment un petit peu ça se monte en copropriété? Alors, les copropriétés, c'est un cas assez particulier. On parle d'opération sociale, c'est important de bien définir. Une opération où le bailleur fait don de sa production au locataire. Par exemple, si le bailleur décide de vendre sa production au locataire, on va plutôt parler d'opération ouverte. Simplement, le cadre général de l'autoconsommation collective en logement social va pouvoir s'appliquer. Et pareil, à rentrer dans les détails de l'opération. En copropriété, souvent, ce qui se passe, c'est que la copropriété décide de financer un moyen de production et va alimenter ses compteurs communs en autoconsommation individuelle et ou collective s'il y en a plusieurs. Et le surplus peut servir à alimenter les compteurs des propriétaires ou locataires. Simplement, les locataires ne font pas partie de la copropriété. Donc, il peut y avoir des subtilités dans le cadre d'opérations avec des copropriétés. Mais pour répondre à la question initiale, non, c'est différent des opérations sociales. Il y a une question également de Juliette pour revenir sur le TURP. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux repréciser ce que tu expliquais sur le TURP? Comment ça se passe dans les ACC, qui le collecte? Est-ce qu'on le doit toujours, etc. Alors, on n'a pas la seule qui explique exactement, mais en fait, pour bien expliquer, sur la part variable, donc c'est tout ce qui est le volume de la facture d'électricité, on aura 3 composantes, donc qui sont l'énergie, l'assise et le TURP. Le TURP correspond au fait d'acheminer l'électricité d'un point A à un point B, donc on paye entre guillemets un péage là-dessus. Sur une part variable, le TURP il va être inchangé puisqu'il correspond, en fait, il est valable sur la totalité du volume qui est amené au compteur. Pour des sujets de simplification, ce TURP il est collecté par le fournisseur. Donc le fournisseur, il va d'une part collecter le TURP pour les volumes autoconsommés, et il va d'autre part collecter le TURP pour les volumes à l'eau consommés, donc qui viennent du fournisseur. Et tout ça, du coup, il les redistribue à Enedis, entre guillemets. Donc le TURP sur la part variable, il est collecté par le fournisseur et l'autoconsommation collective n'aura pas d'impact dessus. Merci. On a pas mal de questions aussi sur la partie ASRE, donc acheteur de surplus, responsable d'équilibre. Nous, Enogrid, on travaille avec des acheteurs
de surplus, des responsables d'équilibre partenaires qui sont différents en fonction de la typologie d'opération, du surplus disponible, de la puissance de production. Donc voilà, si vous avez des projets sur lesquels vous cherchez des agrégateurs, nous, on a la possibilité d'accompagner sur le sujet. Alors, on a une question également de Célia, je sais que j'en ai vu d'autres aussi passer là-dessus sur le côté physique virtuel de l'autoconsommation collective. Donc, je rappelle bien ce que disait Margot, l'autoconsommation collective, c'est de la répartition virtuelle. Ça veut dire que oui, les flux, l'électron que va consommer le consommateur, qui vont passer par son compteur, c'est pas forcément l'électron de cette centrale de production, soit photovoltaïque, hydro ou autre. Ça peut être des électrons, voilà, les électrons, une fois sur le réseau, ils sont noyés dans tout ce qui est produit. Mais par contre, c'est une répartition virtuelle, on fait vraiment une affectation de flux. Ça veut dire que Enedis ou le gestionnaire de réseau, enfin les ELD, vont vraiment affecter les flux en disant que voilà, il y a tant de kilowattheures qu'on va considérer venir de cette centrale locale et tant de kilowattheures qu'on va considérer venir de la fourniture. C'est exactement comme la fourniture d'électricité. Hein. Quand vous êtes chez EDF, Engie, chez Total, vous n'avez pas forcément exactement l'électron qu'a acheté ce fournisseur sur les marchés. Voilà, c'est des électrons divers. La responsabilité d'équilibre et la répartition de l'électricité, c'est bien différent. Je peux aussi ajouter un petit point là-dessus à Titouan. On dit aussi que l'énergie a tendance à prendre, l'électron a tendance à prendre le chemin le plus court. Donc, ça a beaucoup plus de sens de parler d'électricité locale quand on est sur une boucle d'autoconsommation collective, puisque viennent s'appliquer toutes les contraintes géographiques. Donc, oui, c'est virtuel, mais on a quand même une logique aussi d'électricité locale, mine de rien. Une question également de Julien. Dans le cadre d'une opération ouverte, est-il possible de vendre à des prix différents aux différents consommateurs ? Tout à fait. Les contrats de vente qui régissent les producteurs et les consommateurs sont des contrats de vente gré à gré, donc libres de parties de s'accorder sur un prix de vente et une durée d'engagement et d'autres points. Donc effectivement, plus on a de diversité d'acteurs, plus on a le cas où les prix de vente sont différents. Par exemple, ça n'aurait pas forcément trop de sens de vendre son énergie au même tarif à une grosse entreprise qu'à un particulier. Donc, l'idée aussi de l'autoconsommation collective, c'est de trouver un avantage pour toutes les parties et de s'adapter à combien chacun des acteurs achète auprès de leurs fournisseurs. Et donc, comme je disais, c'est pas le même tarif pour un fournisseur, pour un industriel plutôt qu'un particulier. Donc, on va aussi s'adapter là-dessus en autoconsommation collective et dans bien des cas, proposer un prix de vente qui sera différent pour les deux typologies d'acteurs. Et sur le sujet, j'ai envoyé également, je viens en réponse à votre question. On a fait un webinaire sur la vente d'électricité en autoconsommation collective, donc n'hésitez pas, pareil, ils sont disponibles sur notre site internet. On a une question également de Lilian. Pour une collectivité, elle ne peut donc pas participer à plusieurs boucles sur son territoire. Voilà comment ça marche, par exemple, pour un département, une région. Est-ce que tu peux préciser un peu la contrainte de un compteur, une opération, mais la différence avec une entité juridique? Oui, alors on parle de compteur, donc c'est différent un compteur et une entité, parce que, par exemple, je reprends le cas d'une collectivité. Une collectivité va avoir plusieurs compteurs à son nom, parce qu'elle aura plusieurs bâtiments. C'est vraiment le compteur qu'on va regarder qui ne doit pas faire partie de plusieurs boucles d'autoconsommation collective. Donc, on peut avoir le compteur salle municipale qui va être dans la boucle numéro 1 et le compteur école primaire qui sera dans la boucle numéro 2. C'est important que les compteurs soient bien dans des boucles spécifiques. Et pour expliquer aussi pourquoi cette règle, c'est pour des sujets de remontée de données. Ce serait compliqué de suivre une opération pour un compteur qui reçoit de l'énergie de plein de boucles différentes. Donc, on a cette contrainte qui est aussi imposée par certains gestionnaires de réseaux de distribution. Donc, une collectivité, en tant qu'entité, peut être dans plusieurs boucles, mais ces compteurs doivent bien être fixés à une boucle. Si oui, c'est clair comme ça. On a une question également de Cyril. Avez-vous déjà accompagné des projets multiproducteurs, multiconsommateurs? Vos outils permettent-ils de gérer ce type de projet? Oui, des projets multiproducteurs, multiconsommateurs, c'est un exemple
qui est très bien, PGTM Énergie, avec 9 centrales de production, 13 entreprises consommatrices. C'est des projets qu'on a l'habitude de voir, qu'on a l'habitude de gérer sur EnnoPower en phase d'exploitation. Aujourd'hui, sur EnnoPower, c'est un peu plus de 60 mégas, je crois, qui sont gérés sur l'outil, ce qui représente, là je crois qu'on a passé la barre des 230 ou des 240 opérations en exploitation. Donc voilà, dans toutes ces opérations qu'on suit depuis un moment, évidemment, il y a des projets comme ça. On a également une question de Morgane. Est-ce qu'un bailleur social peut mettre à disposition, louer ses toitures et surfaces pour accueillir un projet d'ACC porté par une autre structure dont la production d'énergie serait destinée aux locataires? Il faut bien distinguer la partie production, la partie autoconsommation collective. Une mise à disposition de toiture ou de foncier, c'est tout à fait possible de la part d'un bailleur social, et on peut y venir y mettre du photovoltaïque, et c'est tout à fait possible qu'à partir de ce photovoltaïque, on fasse de l'autoconsommation collective. Une question également sur la PMO. Est-ce qu'une PMO peut être une entité indépendante de la boucle ACC, une préfecture par exemple, même si elle ne participe pas à l'opération d'ACC? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur que doit être une PMO, que doit-elle faire? Alors, le rôle de la PMO, c'est de lier tous les participants en son sein. Donc, on doit avoir cette entité-là qui va regrouper et représenter les participants, donc producteurs et consommateurs. C'est tout à fait possible que la PMO elle soit extérieure à l'échange d'énergie, si je puis dire, donc que la PMO elle ne soit ni productrice ni consommatrice au sein de la boucle. Mais elle va quand même avoir ce rôle de gestion de l'opération avec toutes ces tâches qu'on voit affichées juste là. Et par exemple, dans le projet à Saint-Savine qu'on a présenté, l'association, elle a été créée, mais elle n'est ni productrice ni consommatrice. C'est vraiment l'idée qu'on a cette entité-là qui regroupe et qui est le porte-parole des participants aux yeux du gestionnaire de réseau. Merci. On a également une question de Célia sur les TURP spécifiques autoconsommation collective. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop abordé, cette partie TURP spécifique. Il existe un TURP spécifique à l'autoconsommation collective qui permet, sur la part variable, d'avoir un TURP minoré sur tous les flux autoconsommation collective et un TURP, une valeur majorée sur tous les flux issus du réseau. Il faut savoir que ce TURP spécifique, il est très très peu utilisé. D'ailleurs, nous, on n'a aucune opération qui l'utilise sur les 230 qu'on a en exploitation et même sur la centaine de projets qu'on est en train de monter parce que c'est très restrictif pour l'avoir. Tout simplement, il faut être derrière un même poste HTA-BT. C'est pas toujours évident d'avoir tous les consommateurs derrière un même poste HTA-BT. Tout simplement, moi j'habite à Lyon, dans ma montée je suis derrière un poste, la montée juste à côté de chez moi est derrière un autre poste HTA-BT. Donc voilà, on a la carte des réseaux, hein, c'est possible, c'est accessible sur le site d'Enedis, mais finalement c'est assez compliqué de monter ce type d'opération. C'est pour ça qu'on l'évoque très peu, parce que finalement il est jamais utilisé. On a une question également. Un particulier qui participe à une boucle d'ACC reçoit une facture en hors taxe. Non, elle reçoit une facture TTC. Un particulier aussi reçoit sa facture TTC. Alors on va prendre encore quelques questions, mais je vois l'heure qui tourne et qu'il y a encore beaucoup de questions, donc on ne pourra pas toutes les prendre. Alors, question de Alison. En ACC ouverte, le don est-il possible? Le don d'électricité. Si tu veux compléter, Titouan, mais oui, aucun problème de décider de faire don de sa production. Oui, c'est ça. Il n'y a absolument pas de problème. Et d'ailleurs, nous, on travaille avec le réseau des AMEP. Le réseau des AMEP, c'est du don d'électricité. Et pourtant, c'est des projets ouverts. Donc, il n'y a absolument pas de problématique là-dessus. Est-ce qu'on a le temps encore pour une ou deux questions? Sûrement. On a une question également par rapport aux ordres de grandeur d'économie sur facture que peut générer une autoconsommation collective. Si tu veux revenir là-dessus en présentant sur le projet, par exemple, les autos d'autoconsommation. Là-dessus? Oui, par exemple,
au niveau du taux, alors plutôt un exemple projet, hop, voilà. Au niveau de l'économie que va pouvoir réaliser un producteur ou un consommateur, pardon, sur la production locale, ça va être lié au taux d'autoconsommation, au taux d'autoproduction de ce consommateur. Donc, s'il y a, par exemple, dans ce projet, les consommateurs, en moyenne, il y a 13% de la production locale qui est autoconsommée collectivement. Alors, ça varie d'une entreprise à l'autre, mais disons qu'il y a 13% d'économie sur ces 13% d'électricité locale. On va faire une économie qui va dépendre de la typologie d'opération. Donc, si elle est ouverte, on va économiser toute la partie, hop, ici, électrons, énergie. Sur une opération ouverte, on va économiser la différence entre le prix de vente local et le prix de fourniture d'électricité. C'est assez compliqué de donner des ordres de grandeur d'économie parce que ça dépend de la typologie d'opération, ça dépend des taux d'autoconsommation. Et on va essayer de prendre une dernière question. Hop, je regarde. Il y a vraiment beaucoup de questions sur la partie responsable d'équilibre. Donc, je vais revenir là-dessus. Sur la partie responsabilité d'équilibre, ce n'est pas un sujet tant qu'on est en obligation d'achat, parce qu'on s'appuie sur EDF-OA. Dès qu'on sort de l'obligation d'achat, ce qui est le cas maintenant à partir des centrales de 100 kg ou sur certaines technologies, style les trackers, dans ce cas-là, il va falloir trouver un acheteur de surplus, un responsable d'équilibre. Oui, il y a des complexités quand on n'est pas dans le monde de l'énergie. Donc là, on parlait de communes, par exemple. Oui, c'est vrai. Nous, on travaille avec des agrégateurs, partenaires, pour pouvoir solutionner ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, hop, je remets l'adresse de contact ici. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à venir nous voir et on pourra vous trouver un acheteur de surplus pour votre projet. Il y a encore 46 questions dans le fil de discussion. Clairement, on ne pourra pas y répondre là maintenant. On va devoir arrêter le webinaire, mais vous avez nos coordonnées qui sont ici. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail. On traitera le sujet et on pourra envisager avec vous la façon de monter votre projet et comment ça s'applique, comment réussir à surpasser un peu toutes vos questions pour vos projets arrivant en phase d'exploitation. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir posé autant de questions. Vous étiez un petit peu plus de 150, donc ça fait du monde et ça fait beaucoup de réponses à donner. Merci Margot pour la présentation et à bientôt. Pour la modération et pour toutes les questions. Bonne journée à tous. Bonne journée.